Bonjour à tous et à toutes. Bonjour David. Comment vas-tu? Écoute, ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors, nous sommes ici pour parler de toi. Mais d'abord, nous aimerions De mon savoir... travail Et de avant ton tout. travail, c'est vrai. Mais d'abord, nous aimerions savoir qui es-tu? Enchanté, bonjour à tous. Je m'appelle David Delaplace, je suis photographe, je travaille avant tout dans le monde de la musique où je réalise principalement, et comme par hasard c'est parti, des pochettes d'albums. Je fais ça depuis une dizaine d'années, on va dire. De la photo depuis une dizaine d'années, je réalise des pochettes depuis 2017-2018. Donc je travaille quasiment exclusivement dans le rap parce que je trouve qu'en termes de liberté artistique, c'est l'un des milieux qui est peut-être le plus créatif. Donc c'est super intéressant. J'ai sorti 2 bouquins. Un premier livre qui s'appelait Le visage du rap, qui est paru en 2017, si je ne dis pas de bêtises, qui était un reportage sur l'histoire du hip-hop, où j'ai été retrouver, on va dire, un peu tous les acteurs du rap de 1980 à la date de sortie. Et ensuite, j'ai sorti un deuxième bouquin qui est beaucoup plus créatif, on va dire, qui s'appelle Les Off, où c'est un compte-rendu de tout ce que j'ai fait de meilleur ces dernières années. Et donc on retrouve dedans beaucoup de conseils, beaucoup de directions artistiques que j'ai pu établir. Et voilà. Si je me trompe pas, hier, c'était les 1 an des off, c'est ça? Alors, et hier, c'était pile poil les 1 an des off. C'est incroyable, magnifique. C'est un livre parfait. Désormais, parle-nous du processus créatif dans le cadre des créations des covers d'albums, justement. Il n'y a pas de recette sur chaque projet. Chaque projet se travaille un petit peu différemment. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de principalement 3 projets avec 3 processus créatifs qui ont été totalement différents. Donc, le premier, c'est la pochette d'album de Niro qui s'appelle Taulier. Donc en fait, c'est un album sur lequel Niro voulait réaliser une vidéo qui allait accompagner la sortie du projet. Et sur cette vidéo-là, on voulait qu'il y ait une bagarre dans un bar, que lui soit le vainqueur de cette bagarre posée dans ce même bar. Et en fait, c'était ça la direction artistique à la base de la cover. On n'avait pas de lien forcément avec la musique. C'était vraiment juste le titre de l'album qui nous a inspirés. Et en fait, c'était un double album. Donc la première version qu'on a fait de la cover, c'était celle-ci, où on le voit, on va dire, un petit peu après la bagarre. Mais sur le projet, il y avait 2 covers à faire. Donc une première pochette d'album pour l'album physique et une deuxième pour un album qu'ils font en D2C aujourd'hui. Donc une deuxième version, on va dire, à peu près de l'album, avec des titres différents qui poussent un petit peu aux ventes. Et on s'est rendu compte que quand on lui cassait, on a fait une scène dans la vidéo où on lui cassait une bouteille dans la tête, on s'est rendu compte que la liaison des deux était beaucoup plus pertinente pour la sortie de l'album. Donc sur ce projet-là, on a vraiment... il n'y a pas vraiment de rapport, on va dire, entre le titre et la pochette de l'album, mais c'était une demande purement du client, tu vois. Après, sur le deuxième projet, c'est un artiste indépendant qui s'appelle Eliota, où en fait, il voulait créer à la base, lui, il voulait créer un accident de voiture, puisque le projet s'appelle Sortie de route, et je trouvais ça pas assez pertinent dans la direction artistique, puisqu'on est malheureusement, je pense, tous habitués à voir des images d'accidents de la route, soit parce qu'on en croise sur la route, soit parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet, et je trouvais ça pas assez fort. Et donc on a voulu créer une version un peu dérivée où on a jeté un Clio dans le Rhône, qu'on a récupéré après, bien évidemment. C'est une voiture qui partait à la casse de base, qu'il n'y ait pas d'écolo qui nous attaque. Elle était destinée à la casse, et donc on l'a mis, en fait, c'est sur une rampe qui descend tu vois, dans l'eau. On l'a mis juste à cet endroit-là et on a fait tout le shooting. Et en fait, je trouve que sur le résultat, vu qu'on a une immensité derrière lui qui est assez grande, on a un résultat qui est beaucoup plus pertinent et plus choquant, je trouve, que si on avait fait une photo juste d'un accident, tu vois. Et là, encore une fois, on n'a pas forcément, enfin, j'ai pas fait de lien avec la musique en soi. C'est vraiment juste le titre qui nous a inspiré.
et où on s'est dit, je sais pas, ouais, l'accident de voiture, c'était beaucoup trop simple. Beaucoup trop simple. Avant de rebondir sur le troisième projet, j'aimerais savoir si pour toi, il est plus simple de travailler avec un artiste qu'on pourrait qualifier de confirmé, comme Niro, qui est dans le game depuis très longtemps, ou c'est plus simple pour toi de travailler avec un artiste comme Eliota, par exemple, qui, je dirais pas qui débute, mais qui est peut-être moins affirmé sur la scène musicale. Ce que ça va changer dans le processus créatif, c'est surtout qu'il y a moins de gens. Quand tu travailles avec des labels, tu as 15 personnes derrière toi, donc 15 personnes à satisfaire, donc ton visuel il peut beaucoup plus être remis en question. Quand tu travailles avec des artistes qui sont indépendants, bah, tu travailles juste avec un gars en direct et c'est beaucoup plus facile à satisfaire une seule personne. Donc il y a souvent moins de remise en question sur le visuel. Ça m'arrive, pas fréquemment, mais ça m'arrive assez souvent de faire des visuels et à la fin, voilà, tu vois, par exemple, il est très loin, on n'arrive pas à repérer son visage. Un chef de projet en maison de disque, il leur a dit il n'est pas assez identifiable et on n'aurait pas pu sortir ce projet-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que là, on l'a fait, on va dire, sans avoir toutes les autorisations nécessaires. Et donc, avec des artistes indépendants, c'est faisable. Avec des maisons de disques, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, pour avoir les autorisations, c'est beaucoup plus cher. Et donc, il y a des projets qui ne sont pas faisables avec des artistes en maison de disques. Tu vois. Parce que ça coûterait bien trop cher et que ça reste une pochette d'album. Il faut qu'il y ait du budget, mais pas non plus que ce soit fou. Quoi. Et donc, sur ce projet-là, donc c'est un projet d'un artiste qui s'appelle Eus l'Enfoiré. Et donc là, encore une fois, on a juste prêté attention au titre, qui s'appelle La vie de Ronnie, en référence à Ronaldinho. Et donc, du coup, ils ont invité Ronaldinho à participer au shooting. Moi, je l'ai découvert par un message. J'étais chez moi, on organise le shooting, on prévoit le lieu, la lumière, on essaie de penser à plusieurs scénographies qu'on pourrait faire. Et je reçois un message de la chef de projet qui nous dit qu'on a Ronaldinho qui ne va pas être dispo très longtemps. Et moi, c'est à ce moment-là que je réalise qu'on va shooter avec Ronaldinho. Et donc, moi, j'avais en référence cette image de Messi et Ronaldo. Et je me suis dit que ça serait super intéressant en fait de prendre cette rêve-là, parce que c'est deux footballeurs, que c'est une rêve qui est peut-être mondialement connue, et que ça serait super intéressant à avoir, tu vois, eux qui jouent simplement avec lui aux échecs. Je suis sûr que les deux ne savent pas jouer aux échecs, mais c'était quand même assez drôle à faire. C'est une image que le label ne voulait pas à la base, parce qu'ils trouvaient ça trop simple et peut-être trop en référence avec la première image. Mais moi, c'est peut-être le seul truc qui me parlait, sachant qu'on avait vraiment très peu de temps et que le temps, c'est un facteur hyper important dans la création d'une pochette d'album. Je crois qu'on a dû shooter, vu qu'ils avaient beaucoup de contenu à faire, ils tournaient un clip, en plus ils faisaient des vidéos annonces, ils devaient lui dédicacer des t-shirts pour un concours qu'il faisait, enfin il y avait tout un tas de choses à créer, que c'était improbable le nombre de rendus qu'ils lui ont demandé. On a eu peut-être 5 heures en tout sur la journée pour faire tout ça, et je crois que le temps de shooting, on a 40 minutes à peu de choses près. Donc le temps de placer une lumière avec des figurants et de les faire jouer, et ça y est, le truc était déjà fini. Et donc quand j'ai très peu de temps, j'essaie de soit trouver des très bonnes références, comme ça c'est plutôt cool, soit quand j'ai vraiment du temps, là on pousse à la direction artistique et on va faire des projets qui sont bien plus créatifs. Ok. Donc cette cover-là, elle a quand même fait un sacré raz-de-marée, on en a beaucoup entendu parler. Ouais, quand c'est sorti, c'était... En fait, ce qui nous a un peu assassiné la promo, on va dire, mais qui a été une bonne promo aussi, c'est que sa belle-sœur, je crois, la femme de son frère, elle a fait des snaps toute la journée. Personne n'en a fait, mais elle a fait du contenu toute la journée. Donc le temps on se réveille de ce qu'on était en train de faire et qu'on aille vérifier sur Twitter, c'était déjà partout. Le Parisien avait fait un article, Ronaldinho avec Eus l'Enfoiré, enfin tout le monde en parlait déjà. Et ça nous a un peu frustrés parce que c'est ce qu'on voulait sortir à la dernière minute. Et puis après, Ronaldinho a reposté un peu tous les trucs. Genre, dit les gars, il y a quand même 98 millions de personnes sur son compte Insta. On va pas se plaindre d'une promo, mais c'est vrai que ça aurait été plus impactant de balancer juste la cover directement plutôt qu'un passage où ils étaient en train de faire un freestyle, puisque du coup, tout le monde pensait qu'il tournait un clip. Et à la base, il est venu juste pour la cover. Tu Je pense qu'on va... Jazzy Baz. On va commencer par parler de la musique, de la DA que tu mets dans tes musiques. De quelle manière la musique intervient dans ta DA, de quelle façon tu t'inspires
des titres, des œuvres musicales, des artistes avec lesquels tu collabores? Ben, encore une fois, il n'y a pas forcément de recette. Il y a des fois où j'écoute des projets, il y a des fois où je ne les écoute pas. Et c'est pour ça que là, on va prendre plusieurs exemples. Sur ce projet-là, je le reçois peut-être une semaine avant le shooting et j'ai le temps de vraiment écouter l'album, vraiment de décortiquer les titres. C'est un album qui a une suite, c'est un album qui a une suite logique, qui a un début et qui a une fin. Donc, quand c'est quelque chose qui est aussi précis que ça, c'est très important d'écouter l'œuvre pour pouvoir en créer une pochette. Quand c'est des projets qui partent un peu dans tous les sens, où tous les morceaux sont que des ego trips, que j'écoute ou que j'écoute pas, ça change rien parce que le projet n'a pas de sens. Là, ce projet-là, il a un fort sens et du coup, quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte qu'il décrivait beaucoup de choses qu'il voyait la nuit. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire quelque chose avec une lumière plutôt cinéma et assez sombre, tu vois. Enfin, c'est très éclairé, mais ça reste assez sombre pour que justement on comprenne, l'album s'appelle Nuit, donc pour qu'on comprenne que ça se passe la nuit. Et sur tout l'album, il fait que décrire des choses qu'il a vues. Et donc je lui ai dit, moi je te placerai bien en observateur de toutes ces choses-là. Donc tu regardes pour mieux raconter ce qu'il y a dans l'album. En gros, c'était ça le concept. À la base, on avait testé d'autres covers avec une scénette qui se passait derrière. Et du coup, c'était beaucoup trop chargé. C'était pas assez lisible et ça manquait de symétrie. Et ce qu'on a enlevé par la suite, on a vraiment essayé de faire un travail après à la retouche pour que le manteau soit parfaitement symétrique, pour que le design du papier peint soit parfaitement symétrique et que on ait moi, je regarde beaucoup le travail de Magritte. Donc on est cet esprit un peu peinture, surréaliste, avec son crâne chauve. Et je trouve que ça marche très bien. Dans ce cas de figure, il y a vraiment un mariage de vos deux univers? Ou est-ce que tu te retrouves, toi, personnellement, à travers cette œuvre? Alors, il y a un mariage de nos deux univers parce que j'ai écouté l'album et que je m'en suis inspiré, mais pour le coup, il a strictement rien imposé. À aucun moment, il m'a dit, moi, je veux ça, je veux telle couleur, je veux tel truc. Il m'a dit, fais ce que tu veux. Et donc, du coup, je trouve, un rendu qui est beaucoup plus pertinent pour moi parce que j'ai pu m'exprimer strictement comme je le voulais, tu vois. Après, tu vois, ça, c'est un autre projet d'un artiste qui s'appelle Yaro, qui est toujours inspiré de peinture. Tout est réel. On a créé le décor, on a créé la peinture, on a recréé ce socle blanc en studio. Et en fait, là, on ne s'est pas inspiré de l'album entier, mais juste d'un titre. Il a un titre dans le projet qui s'appelle Ciel. Il fait référence à quelques dessins que j'ai vus, notamment, je ne sais plus comment il s'appelle, Le Petit Prince. Il parle de ça, donc je me suis dit, j'aimerais bien avoir quelque chose qui soit assez dessin, assez peinture, qu'on essaie de trouver quelque chose un petit peu entre les deux, un lien un peu artistique, qui sorte un petit peu de son personnage, qui est en plus très rude à la base. C'est un artiste qui a vraiment une direction artistique qui est assez dure, et là on est arrivé avec une cover qui avait foutrement rien à voir, mais qui collait juste à ce titre-là. Et je trouve que c'est assez important de pouvoir des fois extraire juste une parole, de pouvoir extraire le nom d'un titre ou le nom du projet en soi pour imager quelque chose. Autant des fois on n'a pas vraiment de sens à ce qu'on va faire, mais quand j'arrive à isoler quelque chose, à comprendre ce que l'artiste veut, forcément ça se ressent et je trouve ça beaucoup plus poétique et c'est vers ce à quoi je tends à aller le plus, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Avec l'exemple de Yaro, on comprend que tu es allé à contre-courant de l'image qui renvoie habituellement, notamment de ce qui renvoie dans ses textes. Ouais. Est-ce qu'en faisant de telles choses, tu t'épanouis davantage en créant totalement une nouvelle DA pour le coup En sur fait, cet artiste? ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui ont un visuel qui est très dur. Et dans ce cas-là, tu vas totalement dedans. Il y a des gars avec qui on a fait des trucs où je sais pas, on crame des bâtiments, on fait plein de trucs qui vont totalement avec leur direction artistique. Et je trouve ça intéressant, mais je trouve plus de plaisir quand j'arrive à sortir les gens de leur zone de confort. Tu vois. Et donc là, c'est aussi ce qui est important, et je pense que c'est aussi ce pourquoi beaucoup de maisons de disques ou d'artistes me font confiance. C'est parce que je vais essayer, moi, d'analyser certaines choses dans certaines paroles, dans le titre, dans plein de choses, et essayer d'extraire
quelque chose de la musique pour en tirer un visuel. Donc après, je vais présenter plusieurs idées et ils vont en valider une ou une autre. Mais dans l'idée, j'essaie vraiment même si des fois j'écoute pas parce que soit pas forcément le temps ou soit parce que ma première question ça va être est-ce que l'album a un sens. Si l'album a un sens, je veux bien l'écouter parce que ça va être important que je l'écoute. Si l'album, dans le premier titre, il est pauvre, dans le deuxième, il roule en féfé sur les champs, dans le troisième, il sait pas comment payer le loyer, donc il vend de la drogue, c'est un peu compliqué pour moi d'arriver à trouver une idée qui soit logique puisque tous les titres sont illogiques. Tu vois. Et donc souvent, je vais demander le titre éponyme, comme ça a été le cas pour cet album-là, où c'était vraiment, il n'y a que ce titre-là qui représente cette cover, on va dire. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est assez fort, de mon point de vue, de les sortir un peu de leur univers et de leur dire, OK, comme là tu dis ça dans ce texte, on pourrait peut-être se diriger vers ce type de visuel. T'es arrivé à un stade où tu sélectionnes un peu les artistes avec qui tu travailles? Ouais, totalement. 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 Non, j'essaye de faire très attention à ce que je sors. Et j'essaye, enfin, je sais pas comment dire ça sans être un peu vulgaire, mais on se fait déjà tellement chier. Si en plus il faut que je me fasse chier à travailler avec des gens avec qui j'ai pas envie, ça m'intéresse absolument pas. Il faut vraiment que artistiquement et visuellement ça me parle, sinon bonne journée. Donc Ou sinon il y a un gros chèque et dans ce cas-là, bon, on peut discuter. J'ai des enfants à nourrir. Elle est en train de dessiner là, mais j'ai des enfants. tu as donc acquis une certaine maturité au milieu dans le game, littéralement, tu es bien en place, si on peut le dire. Non, ouais, ça va, on bosse. J'ai envie de te dire, on bosse. Attends, j'essaie d'attraper la prochaine, mais ça marche pas. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, si avec le temps, en mûrissant un peu dans le domaine, est-ce que tu as mûri dans ta création? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu te permets de faire des choses bien plus folles ou tu te resteras bien plus qu'avant? On sait en observant tes œuvres, toi, la pyromanie, c'est ton truc. La pyrotechnie, on dit. La pyrotechnie, la pyromanie, c'est autre chose. La pyrotechnie, c'est ton truc. Donc, est-ce que tu pourrais... Comment est-ce que tu qualifies maintenant ton évolution? Est-ce que tu as l'impression de t'assagir? Est-ce que tu as l'impression de te développer davantage? En fait, vraiment, c'est très compliqué parce que ça dépend vraiment des projets. Je peux te sortir des projets que j'ai fait dernièrement où on a l'impression que c'est pas fou, mais en fait, je réponds à la demande d'un client. Tu vois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai construit un gros décor pour un client, on s'est pris la tête, mais je me suis jamais pris la tête autant sur un décor. Je fais tous mes décors moi-même, la lumière moi-même, tout ce que je fais à 100% c'est géré par moi. Et donc on crée un décor avec 300 kilos de sable, on crée une maison, c'était pour un artiste qui s'appelle Sidiki Diabaté, qui fait de la kora malienne, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc je recrée tout un décor qui est complètement fou. On fait des photos qui, je trouve, sont exceptionnels. Vraiment, je ne les ai pas avec moi, je vous les ai montrés sinon. Et en fait, à la fin, le chef de projet me dit, il n'est pas assez identifiable, on prend un portrait. Et bon, moi, j'ai envie de me tirer une balle à ce moment-là, mais ça reste un client, il a payé, il veut un portrait, on lui donne un portrait. Donc des fois, dans mon travail, tu peux... Après, il y a ce que je sors et ce qui sort. Donc moi, en général, quand ça me plaît pas, juste, je communique pas dessus. Mais des fois, tu peux voir passer quelque chose, c'est signé de mon nom et ils disent que c'est moi qui ai fait la photo. Et ça n'a pas l'air incroyable, mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait un truc incroyable. C'est parce qu'en général, ils ont sorti autre chose, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué. Et je pense que je gagnerais artistiquement à faire des projets pour moi-même. Tu vois, essayer de faire mes propres DA, attraper des personnes random, à attraper des modèles, à attraper des mannequins et essayer de faire moi ce que j'ai en tête. Mais c'est des choses qui ne payent pas, donc c'est pas. Et on me demande déjà de faire beaucoup de choses, donc c'est compliqué, tu vois. Merci pour cet entretien. Maintenant, je vais m'adresser au plaisir. public. Est-ce que vous auriez quelques questions à poser par hasard? Bonjour. Merci pour cette Je t'entends mal, tu peux parler un tout petit peu plus dans le micro? C'est mieux comme ça? Ouais, c'est bien mieux. Alors je voulais savoir si du coup tu es souvent amené à parfois travailler avec des artistes qui sont en maison de disques. Est-ce que il y a un risque par rapport à l'utilisation Alors je suis désolé, mais avec madame qui parle, j'entends foutrement rien. Voilà, elle a fini. Voilà. Est-ce que là j'ai vu il y a des projets rap qui vont sortir où les covers ont été réalisés par des intelligences artificielles. Est-ce qu'il y a un risque par rapport au marché
des intelligences artificielles dans les covers de rap ou... J'ai une réponse qui est déjà toute prête parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que Carrefour qui vend des baguettes, ça a arrêté les boulangeries? Pour moi, c'est le même débat. En fait, si tu vends du bon pain, tu continueras de vendre du bon pain. Pour moi, les gens qui ont peur de l'intelligence artificielle, soit c'est des gens qui n'ont pas trop de taf, soit c'est des gens qui passent plus de temps à se plaindre qu'à créer. Évidemment, l'intelligence artificielle va prendre une part de marché, mais en même temps, le marché est tellement immense que je ne suis pas sûr que ça me dérange. Si tu vends du bon pain, tu continueras de vendre du bon pain. Après, c'est ma vision. Peut-être que je me trompe, hein. J'espère ne pas me tromper. Mais en attendant, enfin, tu vois, il y a un mec qui est juste là, qui fait des photos à la feuille de verre. Tu vois, ça a été inventé en 1851 et ça n'empêche pas d'avoir du travail. La pellicule, il y en a aujourd'hui 3 fois plus qu'il y en avait avant. Aujourd'hui, les vinyles, tout le monde te disait que c'était foutu. Et la FNAC est en 70% vinyle aujourd'hui. Les CD revivent. Enfin, il y a un renouveau du CD. Tout le monde veut des CD alors qu'on n'a même plus de lecteurs. Enfin, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, tu vois, mais je pense pas que ça va faire trop de mal. J'ose espérer en tout cas. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Ça- J'avais une question, c'est parce que j'imagine que vous n'avez pas été aussi connu dès le départ. Non. Comment est-ce que ça s'est passé pour les premières personnes que vous avez démarchées? Est-ce que vous avez directement commencé à parler de tarifs dès que vous avez déjà une démarche professionnelle au début, ou alors Non. ça s'est plutôt fait par collaboration? Globalement, c'était comment? Bon, il y a eu de tout, hein. Je pense que globalement, si on fait tous de l'image, on le sait tous, c'est impossible d'arriver et de demander directement que des prestations rémunérées. On fait aussi des projets pour nous. Après, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est que le premier projet que j'ai essayé vraiment de réaliser, c'était un reportage, donc c'est un livre photo. Donc là, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens, de rencontrer des managers, de rencontrer des maisons de disques, et ainsi de suite. Et du coup, après, à la sortie, j'ai eu une exposition médiatique qui a été assez forte. Et là, ça m'a permis de vendre réellement des projets photos. Mais je pense que n'importe quel photographe qui est là, même le plus ancien, il sait qu'il a galéré et qu'il a fait des prestations gratuites. Et j'ai envie de te dire que il faut garder même ça en tête. Tu vois, je vois beaucoup de jeunes photographes qui veulent parler que argent. Il n'y a pas que l'argent, il faut aussi développer son œil, il faut développer... tu sais, demain, si tu tombes sur un gros client, tu as la chance d'avoir un gros client et tu te casses la gueule avec lui, ça va être beaucoup plus dur que si tu te pètes la gueule avec un mec avec qui tu étais en collaboration, tu vois. Donc c'est super important de faire des collabs avec plein de gens, de te rendre compte de ce que peut être le marché, d'essayer des projets de plus en plus grands pour voir si tu arrives à les gérer tout seul, pour voir si tu arrives à gérer la lumière, la production. Quand tu es vraiment dans de la clientèle, c'est difficile, tu vois. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Moi, j'avais une question, c'était plus quel boîtier avec quel boîtier tu shootes le plus, et est-ce que tu as des recommandations en termes de rapport qualité-prix pour les gens qui débutent un peu? Alors, moi, je travaille avec Nikon. Après, je bosse pour eux, donc je sais pas s'ils m'écoutent, ils sont juste derrière. Je suis vraiment, pardonnez-moi du terme, une merde en matos, c'est effroyable. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de marques offrent beaucoup de boîtiers qui sont tout à fait pertinents et chacun peut trouver son plaisir dans une marque ou dans une autre. Ce que je te conseille, c'est de te diriger vers des professionnels de la vente de boîtiers qui seront beaucoup plus aguerris, parce que moi, j'utilise le boîtier que j'utilise, je suis au Z8, ça fonctionne très bien, je suis très content de ce boîtier, mais je saurais pas, en fait, ça va dépendre de ton budget, ça va dépendre de ce que tu veux faire comme style de photo, donc c'est des questions qui sont pour moi beaucoup trop vagues, étant donné que je suis pas un expert en matériel, mais je pense que tu es au bon endroit, normalement, si tu veux des conseils pour du matos photo, tu vois. Ok, merci. J'arrive, t'as d'autres questions? Il y en a juste une derrière, j'arrive. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je voulais te demander quelles sont tes références et tes inspirations en termes, dans le monde artistique, dans le monde de la photo Alors, et de la musique. dans le monde de la photo, je regarde très peu de photographes. Ok. Vraiment, je pense que j'ai des références, mais qui sont, on va dire, je pense des références pour tout le monde, au moins j'ose espérer. David Lachapelle, pour moi, c'est incroyable ce qu'il fait. Je pense que normalement tout le monde doit être d'accord avec ça. Aujourd'hui, j'essaie de m'inspirer de beaucoup de la peinture et des artistes qui font de la 3D. Parce que dans la 3D, il y a quelque chose de parfait, mais vraiment de parfait en termes de lumière, qui pour moi, je pense, est très très difficile à reproduire en photo.
Et je tends à essayer d'arriver à trouver un juste milieu entre ce qui peut être une lumière si parfaite et une photo, tu vois. Et donc je regarde beaucoup d'artistes de 3D et je m'inspire en peinture. J'aime beaucoup le travail de Magritte. J'aime beaucoup moi le surréalisme, essayer de faire des décors. Je mets des gens en feu, je crée des décors dans l'eau. Tu vois, j'essaie beaucoup d'avoir un décalage un peu sur l'image pour que quand tu la vois parmi un flot de 100 000 images par jour sur les réseaux, que tu puisses t'arrêter dessus et te dire ah celle-là elle est peut-être un peu cool, tu vois. Salut. Ça va? Ouais, toi? Bah oui, ça va très bien, merci. Tu as parlé de ta frustration en tant qu'artiste vis-à-vis de certains managers qui peuvent brider ta créativité. Ouais. Par rapport à la contrainte du format carré de la pochette, est-ce que tu te sens aussi bridé? Eh ben, pour le coup, pas du tout. Comme c'est ce que je fais depuis un moment, le format carré, c'est un des formats qui me plaît le plus. Vraiment, pour le coup, je crois que je shoot quasiment tout le temps en format carré, même quand je fais d'autres choses. Même quand je vais faire des photos de presse où on va me demander d'autres formats, la plupart du temps, je shoot au format carré. Je trouve c'est beaucoup plus facile de composer pour... même des règles basiques comme la règle des tiers dans un format carré, c'est beaucoup plus facile. Et ça te restreint ton champ de vision. Et donc dans la composition, pour moi c'est beaucoup plus simple. Et même dans la création des décors que je vais faire, bah, j'ai pas forcément besoin de créer aussi grand, donc ça coûte moins cher. Donc X et Y choses qui font que c'est mieux. Moi j'adore le format carré. Si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Coucou David. Je te pose pas la question, je sais que tu vas bien. Yes. On s'est retrouvés à plusieurs reprises sur plusieurs tournages. Et juste pour revenir sur celui avec Eus, je t'ai vu shooter beaucoup de scènes différentes. Mais à chaque fois avec les collègues qui étaient sur place, ils te demandaient si tu l'avais, si tu avais la cover. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver chez toi et de regarder toutes les photos que tu avais prises, tu savais déjà que c'était la bonne. Qu'est-ce qui t'a donné cette intuition au moment même où tu shootais? Bah alors, en fait, sur ce projet-là, ce qui est un peu spécifique, c'est que déjà le management ne voulait pas de cette photo. Eux, tout à l'heure, en essayant de regarder les messages, j'ai retrouvé en fait l'idée de l'échec, on va pas le faire. Et John, la personne qui ramenait Ronaldinho, lui, il a adoré ça. Et vraiment, il voulait qu'on le fasse. Donc on s'est dit, ok, trouve-moi un échiquier. C'est lui qui l'a ramené. C'est-à-dire que c'est pas du tout son travail. C'est lui qui a ramené l'échiquier. On l'a fait graver en plus avec la vie de Ronnie. Enfin, tu vois, on a eu tout un travail où nous, on savait que c'est ce qu'on voulait. On a réalisé ce que le management nous demandait. Donc on a fait plein d'autres photos, comme tu as pu le voir, où il tenait des maillots de foot ou plein de trucs qui étaient plus ou moins de très mauvaises idées. Et nous, on savait que ça allait fonctionner. Et donc, j'ai forcé là-dessus. Et quand j'ai envoyé des versions de la pochette d'album, j'ai envoyé une version très mal étalonnée, très mal retouchée de la première. Et celle que je voulais, je l'ai poussée dans un détail incroyable. Et le message de son manager, ça a été « tu fais chier, en fait, t'as raison, c'est bien ». Donc là, j'étais content. En fait, j'avais une idée en tête et je voulais faire ça. Ça m'aurait fait chier de faire autre chose. Merci David pour cet entretien. Ça va, on a 1 minute encore. S'il y a une autre question, Une minute. Alors, une dernière question dans ces cas-là. Ok, bonjour. Tu parlais de l'exemple de Sidiki Diabaté où tu disais que tu avais eu une vision et que la maison de disque n'avait pas voulu la retenir. Ouais. Et est-ce que parfois ça t'arrive de, pas forcer, mais essayer de faire valoir ton idée et de faire comprendre que c'est... évidemment. Ouais. Non, j'essaye. Je me bats toujours pour mes idées jusqu'au moment où je me pose la question, est-ce que je suis un peu en train de trop forcer et de paraître pour un con ou est-ce que c'est légitime, tu vois. Il y a un moment où il faut arrêter de débattre avec quelqu'un qui ne veut pas débattre, mais j'essaie toujours de pousser mes arguments, de leur montrer, tu vois, comme je te dis avec eux, j'envoie 2 versions, il y en a une, je la retouche moins que l'autre, et j'essaie toujours de faire un truc pour vendre mon idée et que mon idée reste. Après, souvent la cover qu'ils n'ont pas pris, s'il y a du physique, je vais la mettre dans le livret, je vais en faire un poster, je vais là pour la cover de Sidiki, elle a fini en affiche pour Bercy, c'est pas mal quand même. Donc tu vois, on a essayé on garde les contenus et après moi je communique que sur ce que j'ai envie. Sidiki, j'ai sorti celle que je voulais qu'il soit la cover et après la cover en elle-même, je verrai si je la sors ou pas. C'est beau, hein, mais c'est pas ce qui me parle le plus, tu vois. Merci David, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Et ben voilà, merci. Ça va toi ?